Bien, bonjour à tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes, puisqu'on peut dire toutes maintenant, c'est une grande première. Aujourd'hui, on est donc pour ce 12e épisode qui est tagué numéro 11 de notre Online Meetup. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en VB, on est en C#, donc on a un index 0. Bon, bref. Et quand c'est l'overflow, qu'est-ce qui se passe? Donc aujourd'hui, on va avoir deux parties. Une première partie où je vais vous parler de mon retour d'expérience, parce que j'ai eu la chance d'acheter et de recevoir un Surface Book 3. Et puis ensuite, on aura la suite de nos pérégrinations concernant Async Await avec Christophe Nassar. Suite et fin, hein, parce qu'on ne va pas non plus y passer... À un moment, il faut savoir s'arrêter. Oui, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Donc sur Async Await. Juste avant. Oui, vas-y. Juste avant, parce que la dernière fois, vous avez coupé ça à la fin sur le mot Blazor. Et on a parlé de Blazor. Et je voudrais justement profiter pour vous parler d'un événement qui est organisé avec Denis Adrien et moi-même sur une Blazor Day. Donc, c'est le 18 juin. Donc, c'est l'inscription est gratuite. Ça va passer toute une journée. Donc, on a Dan Ross de Microsoft. Pardon ? Une soirée, je dis pour nous. Oui, une soirée, oui. Oui, en fait, c'est That Time Zone Offset, Denis. Oui, c'est ça. Inscrire sur ce site-là et puis ça va être assez intéressant pour poursuivre. Donc voilà, je voulais vous partager ça et puis qu'on puisse un peu discuter de Blazor ensemble. C'est un peu rare qu'on en parle. Oui, non, ce qui est de remarquable, c'est que je pense que c'est au niveau communautaire, c'est la première fois qu'il y a une communauté vraiment au niveau mondial qui organise un événement comme ça. Et vous pouvez être fier d'organiser ça en France et en Belgique. Sur la planète, on peut dire ça parce que voilà. C'est extraordinaire en fait. In the universe. Non, mais sincèrement, hein, avec Denis et Adrien, on est surpris. C'est extraordinaire. Les gens qui s'inscrivent, on a demandé le pays. Écoute, le seul pays que j'ai pas vu, c'était la Chine, je crois, et encore, je suis pas sûr. Il y a un nombre d'inscrits phénoménal. Et même un martien. Oui, parce que je disais pourquoi il y a que des gens de la planète, donc Denis a inscrit un martien. Donc il y en a un de trop quand même. Et non, mais c'est fou le fichier là d'inscription qu'on a, c'est extraordinaire. On n'a jamais vu ça. Oui, non, bon, au niveau des inscriptions, et puis faut savoir qu'au niveau aussi des intervenants, vous avez réussi à avoir des intervenants de qualité. Ouais. C'est vrai qu'on a été étonné parce qu'on a posé la question à quelques personnes qui font du Blazor et qui sont dedans à fond depuis quand même quelques temps maintenant, et on se dit on va essayer de les contacter. Et en gros, ils ont tous répondu, quoi. Je pense qu'on n'en a pas eu, donc tous ceux qui sont là, c'est toutes les stars, on va dire, pour le moment, qui font du Blazor. Donc sur le schéma de tantôt que Christophe montrait, il y a le PM. Il y a juste la personne qui est à l'initiative du Blazor qui n'est pas là. Mais sinon, il y a Dan Ross, c'est le project manager du projet. Marco Santi et Chabonneau, c'est Téléric. Donc, non, c'est cool. Il en manque un, à mon goût, c'était Michael Washington, qui est un acteur important sur les composants et tout, et il n'a pas percuté en fait. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a il y a du beau monde, et puis c'est de 17h à 22h, je crois, le 18. Il a fallu qu'on s'accorde sur Seattle déjà, parce qu'on sur un peu, c'était pas évident, mais ça va être. Parce que Dan Ross qui fait la première session, déjà lui, il est à 8h du matin. Donc on se dit, si on fait ça, nous, à midi chez nous, ça fait la nuit, quoi. Il aurait pu faire un effort, mais on s'est dit, bon, pour une première, ce qu'on pourrait faire à 24 heures. Bon, allez, on te laisse. Oui, donc le 18, Blazor, ça y est, on a fini avec Blazor. Tu as réussi à le placer. Oui, donc moi je voulais vous parler de la Surface Book 3
que j'ai reçus. Alors, dans un premier temps, je l'ai commandé parce que j'avais eu un problème avec mon micro. C'est plutôt mon fils qui avait un problème avec son micro. Et donc, je lui ai dit, on va le remplacer. Donc, tu vas prendre le mien et moi, je vais m'acheter une... C'est moi ou il parle plus? On n'entend plus. Non. Elle a frisé sa Surface Book. Il utilise sa Surface Book 3, je crois. J'avais dit de mettre à jour les pilotes. Est-ce qu'il aura appuyé sur le bouton rouge de Attends. Teams? Il avait dit qu'il avait un problème de micro. Oui, donc excusez-moi. Hein, mais Ta Surface a planté, c'est ça? Non, c'est pas la Surface qui est plantée, c'est ma box qui est plantée. Donc je disais rapidement, concernant le Microsoft Store, parce que ça a bien évolué. Moi, j'avais eu des petits problèmes avec le Microsoft Store il y a quelques temps. Là, je l'ai commandé le 29. Ils m'ont dit qu'il y avait une livraison le 5 juin et j'ai tout reçu entre le 4 et le 5 juin. Donc, tout s'est passé correctement. J'ai eu aucun problème. Donc, il faut dire aussi quand les choses marchent vis-à-vis du Microsoft Store. J'ai acheté deux choses. J'ai acheté bien sûr la Surface Book 3 et également le Surface Dock 2. Et donc concernant le Surface Dock 2, je dois dire que c'est vraiment top. Vous pouvez brancher tout ce que vous voulez derrière, réseau, vos différents écrans, etc. Et vous avez maintenant plus qu'un seul connecteur avec votre Surface. Qui va vous permettre d'avoir tous vos périphériques qui sont connectés en une seule fois, quoi. Mais c'est toujours le connecteur entre guillemets propriétaire de Microsoft, hein, où ils sont passés à Absolument. l'USB-C. Non, là il y a un connecteur qui est spécial, donc qui alimente ta Surface, qui connecte ta Surface donc au dock, et le dock, lui, derrière, si je regarde, j'ai ma prise RJ45, j'ai deux connecteurs avec mes deux autres écrans, j'ai un connecteur avec le micro, j'ai un connecteur avec mon clavier Logitech, là, vous savez, les USB, les USB receveurs. Et puis j'ai qu'est-ce que j'ai d'autre? Et puis j'ai mon micro, mon Yeti qui est connecté. La seule chose par rapport au Surface Dock 2, c'est que les connecteurs pour les écrans supplémentaires, ils attendent des displays USB-C. Donc si vous avez des vieux écrans entre guillemets qui attendent uniquement une prise HDMI, il faut acheter le petit adaptateur qui permet de convertir votre HDMI en USB-C, quoi. Mais ça marche du feu de Dieu. Alors, sauf que, de temps en temps, ce que j'ai remarqué, c'est que quand l'écran se met en veille et qu'on le rallume, il faut déconnecter tout et reconnecter tout. Il y a juste la petite prise là derrière pour qu'il reconnaisse correctement l'ensemble des écrans. Donc ça marche du feu de Dieu et c'est vraiment super pratique parce que tu prends ta Surface et puis tu as juste un seul connecteur pour mettre en place, quoi. Ensuite, concernant la Surface, alors c'est la première fois où je change de PC et où les performances de mon nouveau PC sont inférieures à celles de mon ancien. Merci du retour encore. Ah, voilà, non, mais c'est important à dire parce que il parle de la Surface comme étant le PC le plus performant, etc. Moi, j'avais acheté il y a 2 ans un Alienware de la mort qui tue qui coûtait aussi 3 000 €. Qui est vraiment optimisé pour les jeux au niveau de la carte graphique ou ce genre de choses. Aussi pour tout ce qui est VR. J'ai fait des performances, j'ai fait des tests de performance rapides, hein. Donc en gros, j'ai pris le jeu F1 2016. Et dans le jeu F1 2016, vous pouvez faire un test. Donc j'ai mis toutes les options au maximum au niveau
au niveau détail des textures, etc. Et j'ai comparé ça entre mon Alienware et ma Surface. Et donc, en gros, j'arrive à des performances qui sont un petit peu inférieures avec la Surface par rapport à l'Alienware. Donc, un PC, j'allais dire, un PC portable, transportable de la mort qui tue il y a 2 ans, on arrive à peu près aux mêmes performances avec la Surface. Ouais, c'est ce que j'allais dire, la taille et le poids, il est quand même pas pareil non plus. Elle est 2 fois plus légère, ta Surface, quand même, non? Alors, la grosse différence, c'est que, en gros, ma Surface fait le poids de mon alimentation de mon Alienware. Il y a quand même des avantages, quoi. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que je prends uniquement l'alimentation de mon Alienware et je prends la Surface Book. C'est le même poids. Donc, je ne vous parle même pas du PC en lui-même, qui, au niveau de l'Alienware, pèse un bras, quoi. Donc, il y a une différence qui est vraiment importante à ce niveau-là. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Au niveau encombrement. Et après, au niveau de l'autonomie, oui. C'est-à-dire que mon Alienware, là, au bout de 2 ans d'utilisation, parce que vous savez que les batteries, ça a une durée de vie qui baisse. Eh bien, au bout de 2 ans, mon Alienware, si j'ai 45 minutes d'autonomie, c'est vraiment un maximum. Alors que là, avec mon Surface Book, j'ai passé 3 heures au bord de ma piscine, ma nouvelle terrasse, et j'ai 15% seulement de mon alimentation qui a été bouffée, quoi. 45 minutes, c'est pas beaucoup, c'était déjà ça? Tu avais si peu dès le début? Ou c'est Non, dû à la vieillesse? j'avais 1h45. C'est pas énorme, ouais. Non, Tu peux pas faire de comparaison. Moi, ma Book 2, c'est pareil, j'ai une 15 pouces et j'ai été bluffé par la tenue. Je tiens une journée complète. Ouais. Alors, je baisse je sais pas pourquoi je le fais, parce que de toute façon, j'ai toujours trop en batterie au bout d'une journée, mais je baisse comment on appelle ça? La performance de ma batterie, mais c'est psychologique, parce que ça sert à rien, en fait. Tu peux le mettre en normal et je tiens franchement une journée de travail. Facile. Ouais. Donc, j'allais dire, autant j'avais un PC transportable qui était hyper performant. Donc, au niveau performance, j'ai la même chose. En revanche, j'ai vraiment un PC qui est maniable, qui pèse pas lourd et qui me permet d'avoir une durée de vie qui est exceptionnelle, quoi. Donc, bon, je l'ai depuis le 5 juin, donc vous voyez, ça fait 5 jours, donc c'est pas vieux. Et voilà, donc tout marche bien avec la machine, quoi. Je voudrais ajouter un petit truc. Moi, j'ai la Surface Book 2 depuis quelques mois. Je l'ai acheté avant que la 3 sorte, justement pour profiter des prix un petit peu moindres. Ouais. Donc, j'ai pris une 15 pouces. Alors, ma difficulté, j'avais une Surface Book 4 avant, une Surface Pro 4, pardon. Et je me suis dit, qu'est-ce que je prends? Parce que ma Surface Pro, franchement, j'adorais le concept. Et c'était super, très léger, petite. Et je voulais une nouvelle pour me faire plaisir, hein. Il n'y a pas d'autre raison que je change finalement. Et je ne sais pas si je reprenais une Surface Pro 7 ou une Surface Book. Le choix était difficile et je suis maintenant très content d'avoir pris une Book, parce que, bon, parfois ça m'arrive de travailler le soir, il reste un truc. Je vais dans mon canapé, là je suis plus à mon bureau, et puis j'ouvrais ma Surface Pro. Et là je remarque que finalement c'est beaucoup plus confortable d'avoir un écran, un clavier en dur plat. Et le fait que ça ne bascule pas, franchement, j'aurais pensé ça. C'est super bien foutu de ce côté-là. Et j'en suis vraiment content. Et mon deuxième choix qui était difficile, une fois que j'avais choisi que je prendrais une Book, c'était je prends une 13 pouces ou une 15 pouces. Bon, puis tant qu'à faire, je suis passé sur une 15. Ce qui m'a fait un petit peu pencher, c'était l'autonomie et puis la puissance. J'ai pris la plus puissante qui existait et juste waouh. Bon, après la 3, Moi, par rapport à la... J'ai quand même une question, c'est la Surface Book, que ce soit la 2 ou la 3, je pense, l'écran, il se détache, c'est ça, hein? Oui. Vous l'utilisez souvent? Parce que, oui, c'est ça. Moi, je me dis par rapport à entre guillemets, un portable classique, parce qu'on a des portables classiques du coup moins chers, avec quasiment à peu près les mêmes performances, qui n'ont pas des écrans détachables. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Alors, c'est vrai que c'est du luxe.
mais d'un autre côté, tu vas en réunion ou genre de choses, où tu vas sur le chantier, tu prends ton écran, avec ton stylo, avec ton pen, tu peux faire des graphiques, tu peux prendre des notes, etc. Ça, c'est vrai que c'est bien, ouais. Je vais voir à long terme ce que ça donne. J'étais un petit peu sceptique au début, comme toi, en me disant, bon, pourquoi pas. Jusqu'au début, jusqu'à présent, je prenais tout mon PC et puis c'était plus pratique, par exemple, si je voulais prendre des notes parce que je tapais, etc. Mais c'est vrai que le fait de l'utiliser en tablette, il faut un petit peu se forcer. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de taper du texte sur son clavier, mais le fait de le prendre en tactile, ça change des choses, quoi. Ouais, c'est vrai que sur cet aspect-là, l'aspect correction, moi ça m'est déjà arrivé de faire des corrections sur une Surface Pro, mais de faire des corrections directement de cette manière-là. Alors Denis, en fait, c'est vrai qu'en réunion, ce qui est pas mal, c'est que quand tu vas vouloir la reclipser, donc tu la mets vraiment à l'envers, c'est là que tu n'as plus le pied d'une Pro, donc tu vas l'utiliser comme ça avec OneNote, et ça va compenser le pied que tu avais sur la Surface Pro. Ouais, ça permettait d'avoir un pupitre finalement. D'accord ? C'est vrai que j'ai pas essayé. Ou alors, ça. Oui, si tu l'utilises comme ça, ou alors, si tu es plus grand et tu es sur une chaise d'école primaire, tu la baisses et tu l'utilises dans ce sens-là du coup. Donc, ton pupitre devient beaucoup plus petit. Et là, ça prend du sens en fait finalement de retourner l'écran. Ou alors, tu veux regarder des films parce que ta télé n'est pas connectée, tout ça, tu vas plutôt utiliser ce format-là, ou tu fais de la musique, tu veux des partitions, tout ça, tu vas l'utiliser de ce format-là. Mais ça dépend en fait. Donc et pour toi, Denis, ce sera super important parce que comme ça, tu auras l'écran beaucoup plus près de tes yeux. Et que veux-tu dire par là? Rien du tout. L'écran est trop petit, monsieur. J'en perds mes lunettes. J'aurais une petite question de photographe. Est-ce que vous prenez des photos, messieurs, que vous retouchez sur vos ordi? Oui, non. Est-ce que la colorimétrie de l'écran est pas trop mauvaise? Alors, j'ai vu ça il y a pas plus de 5 minutes, là. Je sais que dans les paramétrages de Windows, l'écran de la Surface a un paramétrage différent par rapport aux autres, par rapport à la colorimétrie, etc. Je ne pourrais pas t'en dire plus, mais j'ai vu qu'il y avait une option là-dessus, quoi. Et un truc que tu n'as pas souligné, moi sur ma Surface Pro, je n'utilisais jamais le pad. Celui-là, il est beaucoup plus grand qu'un autre. Et j'ai pensé à tous ceux qui avaient des Apple, parce que je ne comprenais jamais pourquoi les gens qui avaient des Apple étaient toujours avec leur pad gigantesque là. Et j'ai seulement appris à Windows 10 à utiliser ça. Donc j'ai été regarder quels étaient tous les raccourcis doigts. Je sais pas si ça se dit. Et j'apprécie parce que dans mon fauteuil, je n'utilise pas de souris. Alors qu'avec ma Surface Pro, jamais. Et j'ai changé ma façon de travailler, en fait, finalement. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si toi, tu as testé encore avec tout ça, mais il va vraiment bien ce pad par rapport au reste, par rapport aux autres surfaces que j'avais eues. Bon, on verra bien. On va passer à la suite. Maintenant que tu as tes lunettes qui sont nettoyées, Christophe, tu es opérationnel pour nous finaliser si tu me laisses le droit de partager mon écran, ouais. Faut voir si c'est ça. De toute façon, j'ai laissé le droit à tout le monde. Il y a tout le monde qui peut partager son écran. Donc, moi, il est grisé. Moi, j'ai le bouton partager. Bon, écoutez. Et Rémi voulait se proposer de remplacer Christophe. De toute façon, je vais partir et je vais revenir. On va voir si ça change quelque chose. Et derrière, s'il fait un clic droit, Richard, sur son nom, il n'y a pas? T'as pas une surface pour nous montrer ton écran, peut-être comme ça? Non. Sinon, quitter, revenir. Je vais partir et revenir. Hein. À tout de suite. À tout de suite. Fais-le plus rentrer. Je me suis endormi la dernière fois. Fais-le plus rentrer. Oui, il nous fait trop chier. Fallait pas l'inviter. T'as 3 fois, quoi. Le mec, ça y est, il sent chez lui, quoi. Non, Salut Christophe. Bonjour, comment tu vas? C'est toujours grisé. Repars alors. C'est bizarre parce que les autres fois, ça avait bien fonctionné. Bah oui. Open share trait. Contrôle E. Vas-y. Et là? C'est ce que je viens de faire. Non, mais il est parti. Shift contrôle E, il est apparu et il est parti.
tu voulais faire voir du code. Ça y est, c'est bon. Il est arrivé. Ah, C'est Richard qui a étrange fait quand quelque même. Hein. chose. Ouais. Je viens de te mettre en présenteur, donc ça devrait Ah ouais. marcher maintenant. Merci. C'est très sympa. Mais tu fais ça comment? Tu fais un clic droit dessus, c'est ça? Tu vas sur son nom et tu cliques sur les 3 petits points et Ouais, c'est ça. tu dis make presenter. Bizarre, hein. Ah, mais j'avais fait ça pourtant. J'ai Alors, pas les droits, moi. Je suis triste. alors d'après ce que j'ai compris, c'est la dernière session sur la 5-8. Donc, je vais finir par Lâche-toi. mal se passer. C'est un peu ça l'idée de ce que je vais vous montrer ce soir. Et il y avait eu des questions sur comment est-ce qu'on gère les exceptions. Il y a eu quelqu'un qui a répondu sur un de mes tweets en disant qu'il avait eu des problèmes et que c'était pour ça qu'il n'utilisait plus la 5-8 à cause des exceptions. Donc, je vais essayer de vous montrer, comme d'habitude, hein, c'est-à-dire comment ça. Moi, j'entends plus rien. T'as encore du son? Christophe J'ai plus est de en son. mute. Tu es en mute, Christophe. Mais qui est-ce qui m'a muté? C'est bon là? Bon. Désolé, il y a un fantôme sur mon. Donc je disais que j'allais finir par la gestion des exceptions, la gestion des erreurs, parce qu'il y avait eu pas mal de questions là-dessus. Il y avait même eu quelqu'un en réponse à mon tweet qui disait qu'il avait arrêté d'utiliser la 5-8 parce qu'avec les exceptions, c'était la misère. Donc je vais essayer de vous expliquer comment ça marche et pourquoi il faut faire ce qu'il faut faire. Alors j'ai un petit exemple. Dans mon exemple, j'ai trois tâches qui appellent une méthode asynchrone. Et qu'est-ce que fait cette méthode asynchrone? Elle va vous dire qu'elle est appelée avec le paramètre qu'on lui a donné et elle va attendre 500 millisecondes. Et si jamais c'est négatif, elle va lever une exception en donnant quel est le chiffre qu'on lui a donné. Et sinon, elle va retourner 10 fois le chiffre qu'on lui a donné en le mettant dans les traces. Donc jusque-là, ça va? Il n'y a rien de... Parce que tu partages pas ton écran, donc moi j'étais perdu. Hein. C'est vrai, encore? C'est pas possible. Ah non, je voyais la tête des gens, pardon. Si, moi ça marchait, je Oui, moi je voyais l'écran aussi. Ah, excusez-moi, j'ai une version où je peux choisir qui je regarde. Chier. Est-ce que quelqu'un pourrait me remettre présenteur, s'il vous plaît? Plus jamais je n'écoute les gens à casquette. D'accord? Tu es toujours. Attends, putain, moi j'ai même pas le droit. Ouais, mais je ne peux pas présenter en fait. Shift CTRL E, c'est reparti. C'est fou ça. Desktop. Bon, est-ce que ça marche là? Super. Est-ce que tout le monde m'entend et tout le monde bon. me voit? Oui. Aime-toi, Christophe, c'est bon? Donc, je vous disais, je vais créer 3 tâches qui appellent une méthode asynchrone. Cette méthode asynchrone prend un entier. Elle va dire qu'elle a reçu, c'est une tâche avec cet entier. Si jamais c'est négatif, elle va lever une exception. Elle va faire 10 fois cet entier et elle va retourner cette valeur. Et donc, la manière dont on utilise ça, c'est en faisant quelque chose comme ça, un résulte égale wait de task.when. Et je vais dire ce que c'est. Donc là, dans le résulte ici, c'est un tableau d'entier. Alors, c'est pas très très grand, mais c'est un tableau d'entier. Les tâches retournent des entiers, j'en ai plusieurs, ça fait un tableau d'entier. Donc ça, si jamais je l'exécute, je vais avoir 1, 2, 3, et après je vais avoir, si jamais il veut bien s'exécuter, 10 plus 20 plus 30, ça va faire 60. C'est le code que j'ai mis ici. Je fais la somme des résultats. Donc 10 et 20, 30, 30 et 30. Voilà. D'accord? Ils disent la 5-8, non plus pour faire de l'asynchrone comme je vous ai montré la dernière fois, mais pour faire du parallélisme. Donc ça, c'est aussi un autre usage intéressant. C'est une simplification du parallélisme en utilisant A5-Await. On a juste à faire ça et on a les résultats. Alors pourquoi je vous ai fait cet exemple-là?
avec 3 tâches plutôt qu'avec une seule tâche. Parce que je voulais vous faire comprendre quelque chose au niveau de l'implémentation en commençant par un exemple. Donc si jamais je fais getResult de -1, getResult de -2 et getResult de 3, on va s'attendre à ce qu'il y ait des exceptions qui soient levées, puisque c'est négatif. Donc on s'attend à ce que ça casse quelque part. Est-ce qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus? Absolument. Je vois pas les mains, mais oui, on s'attend à ce que ça casse quelque part, et ce quelque part, c'est ici. Donc, je vous rappelle ce que je vous ai expliqué dans les 2 dernières sessions, mais surtout dans la dernière. Je vous ai expliqué que la magie d'async await, c'est que quand je reviens d'un await, c'est-à-dire ici, à la ligne 84, je ne suis plus dans le thread d'où je suis parti. Donc ça veut dire que cette exception-là va être levée dans un autre thread. D'accord? C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Donc maintenant, on applique ce que je vous ai dit la dernière fois au problème des exceptions. Je vous rappelle qu'une exception, qu'est-ce qui se passe? C'est que au moment où je lève une exception, la runtime, elle va regarder le thread où on est et elle va remonter la call stack du thread pour trouver le premier try catch. D'accord? Jusque tout en haut. Et si jamais elle l'a trouvé, elle exécute le catch si jamais l'exception correspond. Et si jamais il y a un finale, il exécute le finale. Ça, c'est les bases. C'est ce que fait la CLR. Donc, dans ce que je viens de vous dire, ça veut dire que dans le thread qui est là, le thread courant là, il va se passer ce que je viens de vous dire. Or, ici, là, moi, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir attraper mon exception ici. Donc déjà là, on a un truc un peu bizarre là. Parce que le fait de lever une exception, c'est pas asynchrone, c'est synchrone. Ça va péter dans ce thread-là. Donc il va y avoir un truc de magique qui va être fait pour sérialiser l'exception au niveau de la gestion de la task. Il va sérialiser l'exception, il va être dans la task qui va être retournée, et on pourra gérer ça ici. Je vais vous le montrer après. Là, je n'ai pas de gestion d'erreur, d'accord? Je suis un cacou, je pars du principe que mon code est tellement bon que jamais il plante, et malheureusement, si je l'exécute, on va voir quoi? On va voir que il est cassé. Alors, on va voir plusieurs choses. On va voir que il a bien appelé les 3, il est bien rentré dans les 3 méthodes, hein. On a les 3 petits chevrons rentrants. La tâche 3, enfin la tâche qui a été appelée avec 3, elle a pu retourner 30. Et on a ici une exception sur -1. C'est-à-dire que j'ai perdu -2. D'accord? Si je regarde ce code-là, mon application est décédée. La preuve qu'il est décédé, c'est que je ne suis pas passé dans... je suis pas passé là-dedans. Là. Je n'ai pas vu me press enter to exit. Que si jamais je ne mets pas d'exception, je l'ai. Donc il n'est pas arrivé là. Il est mort à un moment. Et il est mort en me disant c'est celui qui a -1 qui est mort. Ça, c'est le comportement lorsqu'on fait un await. C'est problématique. Parce que nous, là, on a lancé, pardon, on a lancé des tâches en parallèle. Puppy Je vais un peu de vodka. Ça va aller mieux après. Les gestes barrières, s'il vous plaît. Exactement. Il faut cautériser. Il n'y a que le gel hydroalcoolique qui marche. Alors, je répète ce que je vous disais. Le souci qu'on a avec ce type de code-là, c'est que, OK, on peut attraper les exceptions, je vais vous le montrer tout de suite, mais là, on voit que même quand ça plante, on a perdu le fait que celle-là avait planté aussi. Donc ça, c'est embêtant. Alors maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut écrire le code pour protéger ça. Alors, on va reprendre exactement le même. Je vais juste un try-catch et je vais vous montrer ce qu'on a. Je vous rappelle, quand on fait un try-catch, on met toujours les catchs dans l'ordre de plus grande généricité d'abord. C'est-à-dire que, de plus grande généricité à la fin. L'exception la plus générique, c'est exception. Il n'y a rien de plus générique qu'exception. Donc ça veut dire, en gros, ça attrape tout ce qui n'a pas été attrapé avant. Donc avant, j'ai mis les exceptions qui pouvaient être plus intéressantes. Et je vais rentrer dans le détail de ces agrégats d'exceptions.
C'est la raison pour laquelle j'ai pris trois tâches ici. Donc, si j'exécute ça dans un try catch, d'une part, je ne m'attends pas. Moi, la première fois que j'ai fait tourner ça, je me suis dit ça ne va pas marcher. Pour la raison que je vous ai donnée tout à l'heure, qui est de dire mon thread 2 ici, c'est le thread 2 qui a pété. Là, je suis dans le thread 1, je ne vais jamais pouvoir l'attraper. Et bien, vous allez voir ce que vous allez voir. On va avoir. On a attrapé. Alors, j'ai fait une toute petite différence. Vous m'en excuserez, j'aurais pu faire plus verbeux, mais vous voyez qu'ici, j'ai un 2 points. Ça veut dire que c'est mon exception ici. D'accord? C'est celui-ci qui a été attrapé. Donc là, j'ai attrapé une exception qui était une invalide opération exception. Donc, avec ce code-là, j'arrive à attraper les exceptions. Donc là, mon application n'est pas morte, vous voyez. J'ai pu continuer après. Mais j'ai quand même perdu des exceptions. Ouais, on sait que ça a planté, mais on ne sait pas où, quoi. On sait que ça a planté ici, mais pas que. Ça peut avoir planté aussi dans d'autres tâches. Donc là, contrairement aux dernières fois où je vous ai montré de l'asynchronisme, j'aime pas le terme séquentiel, mais c'était vraiment l'une après l'autre. Là, je vous ai montré que lorsqu'on fait du parallélisme, on rentre dans d'autres problématiques. Si vous faites que du séquentiel avec juste 1 à 5, juste un await, et vous faites que des await les uns derrière les autres, ça va suffire. Puisque vous allez avoir l'exception qui va remonter d'un des appels asynchrones exécutés séquentiellement. Mais là, je vous ai donné un exemple où non, ce n'est pas le cas. Donc, comment il faut faire? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas faire comme ça. L'implémentation de l'await, c'est qu'il va prendre la première des exceptions qui s'est produite. C'est un choix d'architecture. Ils sont partis du principe que majoritairement, ça allait être utilisé de manière séquentielle, même si c'était asynchrone, donc pas en parallèle, et que ben non. Donc, dans notre cas, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut passer en synchrone. Donc ici, vous voyez que j'ai fait un point résulte. Ça, c'est un appel synchrone. Synchrone, ça veut dire qu'il va attendre, le thread principal va attendre que toutes les tâches que j'ai mises dans mon tableau soient terminées. Et là, je vais me prendre une exception. Et vous allez voir que cette exception, elle est particulière. Ça va être une aggregate exception. Et cette aggregate exception, elle a quoi? Elle a un champ qui s'appelle inner exception. Si vous vous rappelez des champs principaux d'une exception normale, elle a message et elle a inner exception. Pourquoi? Parce qu'on peut chaîner des exceptions. Hein, on peut transformer une exception. L'usage typique de ça, c'est que vous faites une espèce de couche SDK ou une API qui va lire des fichiers, faire des appels web service. Il y a une exception qui correspond soit à un lecteur de fichiers, soit à un appel de web service, mais vous ne voulez pas surfacer ce type d'exception au code qui vous appelle, vous voulez mettre une exception, entre guillemets, métier de votre couche. Donc vous allez encapsuler cette exception plus bas niveau, parce que quand on veut comprendre ce qui s'est passé, c'est bon à savoir, et vous allez la thrower comme étant une exception particulière de votre couche. Là, c'est un petit peu le même principe, sauf que, comme on peut avoir plusieurs tâches dans lesquelles il y a eu des erreurs, il faut qu'on en ait plusieurs. Donc les inner exceptions vont comprendre la liste de toutes les exceptions remontées par les tâches qu'on avait attendues. D'ailleurs, je fais juste une petite remarque. Quand on regarde le type exception, on voit qu'au niveau de son constructeur, on a un des constructeurs qui attend le inner exception. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été conçu dès le début au niveau du framework, comme quoi une exception pouvait être, j'allais dire, une surexception, une exception qui encapsule d'autres exceptions, quoi. Exactement. Moi, j'ai une petite question ici, c'est que tu utilises .result. Moi, on m'a souvent dit qu'on ne pouvait jamais utiliser le .result pour des problèmes de blocage et des choses comme ça. Mais ici, c'est c'est un .result sur une liste de tâches. Non, mais tu auras la même problématique. Ok, mais c'est le seul moyen. Alors, il y en aura un autre après. Ok. Mais pour l'instant, oui, c'est le seul moyen. Donc, ce que je vous montre ici, vous allez voir que quand je l'exécute, ce coup-ci, je vais bien avoir
mes deux exceptions. Et vous voyez ici, j'ai bien ma petite barre. Donc ça veut dire que je suis passé par mon agrégate. Et j'ai bien vu que mes deux tâches avaient échoué. Donc là, on a véritablement l'information de ce qui s'est passé, quoi. On a véritablement l'information de ce qui s'est passé. Alors c'est vrai que l'utilisation de ce point result, ça fait un peu magique, quoi. Alors, si jamais vous regardez ce que ça fait, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va regarder la liste des tâches, et pour chaque tâche, il va voir si elle est faulted. On peut le faire. Hein. Si. Mais le problème, c'est que... Ah non, c'est bon, je l'ai mis au-dessus, mon tableau. Je vais mettre un point de... Enfin, de toute façon, c'est ce que je voulais vous montrer juste après. Donc en fait, ce que je vais vous montrer ici, c'est sans ce que vous... ce que vous pouvez faire sans faire le résultat. C'est l'idée d'un fire and forget. Qu'est-ce qui se passe si vous voulez avoir les résultats derrière qui ne marchent pas? Alors, ce que vous pouvez faire, je vais reprendre ici. Ça, je vais le mettre entre commentaires. Et je vais faire ça. Ça veut dire que ici, je ne vais pas faire un when all. Je ne vais pas attendre que ça soit terminé. Et je vais juste vérifier quel est l'état de nos tâches. Donc vous voyez que dans le type exception, il y a un champ, pardon, dans le type task, il y a un champ qui s'appelle exception. Si jamais il est nul, c'est qu'il n'y a pas eu d'exception. Sinon, c'est qu'il y a eu une exception. D'accord? Et comme une tâche peut encapsuler une tâche, parce que ça peut être la tâche maman d'un groupe de tâches, elle ne va pas avoir un inner exception, mais un inner exceptions. Et je vais vouloir que la première. D'accord? Donc si j'exécute, on va avoir... Pardon. On va avoir les deux exceptions qu'on a eues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faudrait modifier le code qu'on a écrit. Ma démo n'est pas... je viens de me rendre dans ce try catch ici. Là, j'aurais pu... je garde le weight. On dirait que ton micro... Je t'interromps, Christophe. Il y a des problèmes avec ton micro parce que je ne sais pas où il est. Quand tu te déplaces ou quand tu bouges, on dirait que ça le cache et donc ça coupe. Enfin, ça coupe, ça assourdit. Ok, est-ce que là c'est bon? Je vais garder mes mains voilà. Comme ça. Au-dessus de la tête. Okay, désolé. Ah, ça va, okay. Avec les pieds, je vais faire avec les pieds. Donc ça veut dire que ce type de code-là, en fait, je vais pouvoir le mettre. Comme je n'ai pas fait de test, évidemment, ça va sûrement failer, mais. Non, ça on ne t'entend plus. Plus? Non. Là, vous m'entendez encore? Par moment, oui, et puis c'est bizarre. C'est bizarre parce que je change rien du tout là. Je vais me rapprocher de mon... C'est le même que la fois passée? La fois passée, il n'y avait pas eu de problème. Il n'y a aucun changement. Achète un Surface Book, ça ira mieux. Hein. Ça ira bien mieux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma gestion des exceptions dans mon catch. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dans ce code-là, dans le catch exception ici, mais à la main, je vais extraire les exceptions de mes tâches. Et tout objet task a une propriété exception. Exactement. Et elle a même une autre propriété avant de faire ça, parce que vous pouvez faire... J'aurais pu remplacer ce test-là par... C'est la même chose. Test où on n'a plus de son. Je me demande si tu n'utilises pas le micro de ton PC, parce que quand tu tapes, on entend que tu tapes. Ouais. Et donc, je me demande si, à mon avis, c'est pas plutôt le micro du PC qui est utilisé et pas le micro du fil. Je suis... Enfin, avec Teams. Hein. Ouais, écoute, je vais essayer de continuer de parler dans mon clavier. Parce que toucher à Teams, c'est ça? Moi, je comprends. Ça veut dire qu'on peut aussi tester qu'une tâche a échoué avec une exception avec ce is faulted. C'est un des états finaux d'une exception. Et ça ne lève pas l'exception. Si jamais vous faites un point résulte, comme j'ai fait ici, ça va lever l'exception.
Si vous faites un point wait, ça va lever l'exception. Donc pour répondre à ta question, Denis, il ne faut pas faire de point résulte. Je voulais vous le montrer parce que vous vous rendez compte que l'exception elle va être levée par le code de point résulte ou de point wait. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Si vous faites juste un await sans code particulier, vous n'aurez qu'une des n exceptions. Et donc ça veut dire qu'il va falloir manuellement extraire l'exception de la liste de vos tâches. Alors, la problématique, c'est que moi, c'est la problématique que je rencontre assez souvent, c'est que on peut avoir, on va dire, j'ai un site web, on a le contrôleur qui va appeler un service, le service qui va appeler des repositories, et le service qui peut appeler d'autres services, etc., etc. Et donc, à chaque fois, on a un enchaînement d'appels asynchrones qui vont être faits. Quelle est la bonne stratégie pour arriver au point d'entrée, j'allais dire, de mon traitement pour gérer l'ensemble des exceptions? Oui, parce que les exceptions ne remontent pas de traite en traite. Alors, Je veux dire, si tu as une exception qui pète tout dans le bas, Richard, est-ce que toi, tu ne peux pas vers un traitement comme ça ou différent, mais est-ce que ça remonte? ça remonte au prochain await. C'est ce qu'on a vu, Ouais. ici. Ça remonte au premier await. Donc, si j'ai... Jamais je reprends ton exemple. Je vais juste reprendre ton exemple, parce que l'exemple que je vous ai donné là, j'ai mis 3 tâches, parce que je voulais vous montrer l'aggregate exception. Ouais. C'est pour ça. Mais si on reprend le code qu'on avait la semaine dernière, la semaine dernière, j'ai absolument pas ce cas-là. La semaine dernière, j'ai quelque chose qui ressemble à ce que tu me dis. C'est-à-dire, je fais un first, le first fait un last, etc. Ouais. Là, tu peux juste faire ça. En plus, tu le fais en silence. Là, ça marchera. J'essaie de comprendre que quand je tape, je parle pas et après, j'enlève mes mains et je parle. J'essaie d'apprendre mes erreurs, c'est pas facile. D'accord? Donc, pour répondre à ta question, si vous faites que de l'asynchronisme, vous faites des await, là, il y en a un, tu vois, tu peux en avoir un autre, hein, tu peux faire ton truc et puis après, tu as un autre await, etc., etc. Et ben, tu fais ce code-là et ça marchera. Ça marchera tel quel. Dans cette exception-là, tu auras l'exception qui va être levée ici. Je m'explique. Pourquoi je fais cette différence-là? C'est que vous avez vu ici que la vraie exception en fait qui était levée, c'était une aggregated. Or, le wait, il fait ce boulot-là pour vous. Il ne va pas vous retourner une aggregated pour que vous regardiez dans l'inner. Pareil, c'est un choix d'architecture. Ils se sont dit, la 5 await, ce n'est pas pour faire du parallélisme. On peut s'en servir parce que ce sont des tasks, mais l'usage de la 5 await, c'est pour écrire de manière séquentielle du code asynchrone. Donc, on présuppose que les gens qui vont écrire ce code-là, ils vont vouloir faire le même try-catch qu'ils feraient dans du code bloquant, c'est-à-dire mettre un try-catch autour de tout, et dans le catch, avoir la vraie exception. D'accord? D'accord. Donc ce que tu nous dis, c'est que j'essaye de résumer, mais dans le cas d'un parallélisme, donc d'un when all ou d'un wait all, ce genre de choses, là, le aggregate exception est important parce qu'on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors que si on fait du séquentiel les uns derrière les autres, on peut faire un try-catch, j'allais dire entre guillemets traditionnel. Exactement. Et on va récupérer des informations. La bonne. On va ici, si jamais j'avais mis ici, j'aurais vraiment mon invalide opération exception. Si D'accord. Ça ici, je l'aurais vraiment celle-là. J'aurais pas à récupérer mon aggregated, regarder dans les inners et trouver la première et avoir l'invalide. Ça, pour moi, c'est un bon choix. Pour moi, c'est un bon choix. Mais le corollaire de ce bon choix, c'est que quand on a plus vite, ils ont pris comme choix de dire on en prend une. La première dans le tableau, je pense. Je ne vais pas la regarder, mais voilà. Donc, une fois que vous savez ça, ça veut dire que le code que vous avez aujourd'hui, qui fait des async await les uns derrière les autres, fait votre try-catch normal et attendez les exceptions levées par chacune de ces méthodes asynchrones. Si jamais vous voulez faire du parallélisme, alors
vous faites un when any ou un when all, alors vous êtes obligé, vous pouvez toujours faire un await, hein, mais vous êtes obligé d'extraire à la mano les exceptions des différentes tâches. Si vous ne faites pas ça, vous allez passer à côté des problèmes qui peuvent se passer. Bien évidemment, si vous êtes un psychopathe comme moi, vous aurez dans ces méthodes-là mis un try-catch, logué l'exception quelque part Et la retrouver. Et la retrouver. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans les discussions des bon usage des exceptions. Il y a Anthony qui a une question. Il a levé la main. Vas-y, Anthony. Moi, c'est que je veux juste savoir, je sais qu'il existe aussi avec le when all, le continue with, qui permet d'aller directement de dire qu'on peut faire une tâche ensuite, de dire que s'il y a des exceptions, en fait, je fais cette action. Est-ce que c'est pas plus pertinent de faire ça que de faire un try catch? Ça dépend de la syntaxe que tu veux utiliser, parce que quand tu fais un when all, tu auras la même problématique pour extraire les exceptions les unes après les autres. Parce qu'il me semble, moi, sans faire le wait, quand je fais un task pour un when all avec une liste de tasks, je peux directement faire un continue with avec des options, dire qu'en quoi cette action va être lancée uniquement s'il y a des exceptions, et là on peut récupérer toutes les exceptions. Alors je voulais savoir s'il y avait une différence entre le résultat et cette logique-là en fait. Alors attends, moi je parle de faire un await, toi tu parles de faire un résultat. La question c'est toujours la même, est-ce qu'il faut que tu attendes le résultat des tâches? Si tu as besoin d'attendre le résultat des tâches, autant faire un try-catch avec un await, parce que ton continue with, ce qu'il y a dans le continue with... Enfin, le wait par contre. Pardon? Ah oui, ça marche aussi avec le wait, d'accord. Oui, bien sûr. Et donc là, on va vouloir... Alors là, je ne me rappelle jamais des paramètres, mais tu as l'action et tu as le mode que tu veux. Voilà, le task continuation option. Donc là, il va me falloir une action. Alors, je ne me rappelle jamais de la syntaxe, mais ça doit être un T qui retourne quelque chose. Et derrière, tu vas avoir task continuation option point only on faulted. Donc, ça veut dire que le code qui est là va être exécuté quand ça a échoué. On va faire le test, hein. Ouais. Comme ça, je vais voir ce qu'on a ici. Voir en plus si jamais il passe là, je vais garder ça, je vais l'enlever. On va voir ce que ça fait. Non, je voudrais quand même en laisser un ici. Voir si jamais il passe là. Mais il devrait passer là. Donc là, si je fais un F9 exécute, je m'attends à ce que je passe 2 fois dedans. On est d'accord ou pas? Donc là, évidemment, comme je suis sous le debugger, j'ai mon exception qui est levée. Et voilà, donc là, je vais en avoir une ici. Et mon T, là, Quick Watch. Donc ici, on voit qu'il est faulted. Donc il y a bien une exception. Et si je regarde l'exception, j'en aurai 2. Je vais avoir 40 égale 2, moins 1 est négatif, et moins 2 est négatif. Donc, l'inner contient la première, comme pour le wait, et après, j'ai les autres ensuite. Donc, tu peux aussi faire ça, à la place de faire un try-catch. Ça veut dire que tu mets ton code de gestion d'erreur dans un continue with. Je ne suis pas sûr de voir l'intérêt par rapport à faire F5. Et donc là, ici, j'ai celui-là qui est là. Oui, tu as le premier. Pourquoi est-ce que, en plus, c'est pour moi moins... C'est que ça, c'est obligé d'être lancé sur un autre thread. Sauf si tu mets une option ici, et dans ce cadre-là, sur task continue. Ouais, si je comprends moi, la différence entre les deux, on dirait que c'est moins bloquant sans le résultat en fait. C'est juste une. Alors attends, mais... attention. Le code que je t'ai mis là, il est bloquant parce que j'ai fait. Enfin, il est pas bloquant. Le thread dans lequel on est ici, il est pas bloqué. Je vous rappelle que rien n'est bloqué ici. Hein. C'est au retour que je vais revenir.
Donc ton thread principal là, il n'est pas bloqué. Parce que j'ai fait un await. Si jamais j'avais fait le code que je vous ai montré entre les deux, là, effectivement, j'aurais été bloqué. Ce n'est pas le cas ici. Avec ça, on a la flexibilité de l'await, on a la simplicité de l'écriture, de gestion des exceptions de manière séquentielle, et on gère les exceptions comme les exceptions. Sauf si on a le when all ou le when any, où là, il faut le faire ici. Et de toute façon, tu as bien vu que ici, il aurait fallu que j'extrais de mon T. Enfin, il aurait fallu que je fasse exactement la même chose. J'aurais dû faire un T. Si je résume, il faut faire simple. Il faut faire simple. Ça, je trouve que ce code-là est moins clair que le try-catch dont on a l'habitude. Il faut juste comprendre ce que fait. Pourquoi le try-catch marche. Il y a une question, Damien, non? Oui, il y a Damien qui veut poser une question, je crois. Oui, c'est juste une petite question, c'est savoir à quel moment est levée ton exception. Alors, est-ce qu'elle est levée à la fin du when all ou est-ce qu'elle est levée dès qu'il y a une exception dans une des tasks? Alors, c'est une très bonne question. Il y a la différence aussi entre when all et wait all. Oui, alors ça c'est mal. Hein. Wait all, tout ce qui est wait, c'est mal. Donc je ne répondrai pas aux questions des wait, c'est mal. D'accord. Si jamais vous m'invitez dans plusieurs mois, parce que là je vous aurais gavé. Oui, non, parce que là tu. Non, t'inquiète. Je vous montrerai pourquoi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pour répondre à ta question, si tu te rappelles tout à l'heure quand j'étais dans le debugger et que j'ai fait F5, celle-là, elle a levé l'exception une fois pour le thread 1. Elle s'est levée une deuxième fois pour le thread qui avait pris 2. Donc ça veut dire que ces exceptions-là sont vraiment levées, mais dans un autre thread. Or, quand vous faites une task, lui, il met un gros try-catch autour. D'accord? La task, avant d'appeler votre callback, c'est-à-dire avant d'appeler getResult, là, il va mettre un try-catch autour. Si jamais il y a une exception qui est levée, il va la catcher et il va la mettre dans la task. Et c'est pour ça que quand on a la task, on est capable d'avoir son exception. Ok, merci, c'est très clair. Donc, pour répondre exhaustivement à ta question, les exceptions sont levées là où il y a un throw, mais quand tu veux, en gros, vérifier si ta task est terminée, alors elle va être re-throwée. Et on a vu que dans le cas d'un await, ne va être re-throwée qu'une seule exception, avec le type de l'exception, alors que si jamais tu fais un wait ou un result, tu vas avoir une aggregated exception qui, dans les inners, aura toutes les autres exceptions. Je crois que là, j'ai tout résumé et j'ai dépassé de 40 secondes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Maël qui a une question. J'avais une question, mais ça va rajouter du temps. Il me semblait que tu nous avais dit que tu allais parler des thread starvation. Bah ouais, mais j'ai pas le temps. Parce que j'avais pensé avoir 1 heure et j'ai pas eu 1 heure, donc c'est de ma faute. Il faut pas leur laisser parler de tablettes et de surface avant. Ouais, en plus, les autres abrutis là. Il a coupé son internet chez lui, donc tu vois. Non, mais on pourra en reparler une autre fois. C'est vous qui gérez l'ordre des passages. Mais il y a, je peux prendre, ça prendra à peu près une vingtaine de minutes sur un des prochains, si vous voulez, ou pas tout de suite, plus tard. Maël, si tu as une question bien précise, je pense que le Slack, je pense que oui, bien sûr, c'est le bon. C'est le bon endroit. Si c'est une question rapide, si ça demande effectivement une explication un petit peu plus longue. Je vais pas donner l'explication. Je vais pas donner l'explication, mais ce que je vais vous dire, c'est que si vous utilisez ça, un await, dans certaines circonstances qui ne sont pas si exceptionnelles que ça, vous pouvez débloquer votre application. C'est-à-dire, elle peut ne plus répondre. Ouais. C'est ce qu'on appelle le thread pool starvation. Ça veut dire que vous allez voir que votre application consomme 0 CPU, que le nombre de threads augmente, mais qu'elle ne fait rien. Voilà. Donc, ne jamais utiliser Result. Non. Dans les tests unitaires. Oui, c'est ça, oui. Mais dans du vrai code, surtout du côté serveur, non. Ni wait, ni result.
Maintenant, il y avait un getAwaiter pour un getResult, c'est le même? Non, c'est juste que c'est un truc. Je veux pas rentrer en détail. Ça aura le même résultat. C'est ça. Et Antoine aussi qui avait une question. Antoine. Oui, bonjour. C'est une mini question, alors c'est pas forcément vis-à-vis des exceptions. Si tu peux reprendre le premier code d'exemple que tu as fait, qui est un peu plus simple, qui appelle de le wait and le wait. Voilà, typiquement dans ce genre de cas où le first async ne fait qu'appeler une autre méthode avec un await, niveau compilo, est-ce que ça génère la même chose si tu enlèves toute la partie async et que tu retournes directement la task du last async? C'est-à-dire dans la fonction first async ici, si tu fais directement un return de last async. L'idée c'est qu'en gros, si la fonction n'a pas besoin d'un... Oui, bien sûr, oui, tu as raison. Et ça serait mieux de faire ça. Ça serait mieux de le faire, c'est-à-dire que ça génère pas la state machine et tout ça au niveau du compilo. Ouais, ça court-circuite un peu. D'accord. C'est une très bonne remarque. Si jamais vous n'avez pas besoin du résultat de cette truc-là, c'est-à-dire généralement il y a plein de codes où les gens mettent des logs, il y a des logs, il y a des trucs là. Et puis à la fin tu fais un appel et c'est ça que tu veux retourner. Ça je l'ai vu dans plein de fois. Et ben la recommandation c'est de faire ça. Directement le return, ok. Et sans la sync en haut. Ça veut dire... Et ben voilà, très bien, c'est exact, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Et il y a une autre chose qu'on n'a pas vue, c'est dans tout ce qui est gestion des événements dans une UI. Je parle par exemple dans une application WPF ou dans une application Windows Form ou ce genre de choses, où on a les events des boutons. Donc là, un event d'un bouton, donc c'est un delegate qui doit avoir une signature, et la signature, par définition, ça retourne un void. Et donc, au lieu de retourner et donc si dans ce void on fait un appel asynchrone, on est obligé d'avoir une signature du style async void et puis button click par exemple. Et donc au lieu de faire un async task button click. C'est le code de la semaine dernière avec le handler en WPF qui effectivement est un async void. Ouais. Donc, où là, on a plus du fire and forget que du... Ouais. Donc là c'est super important de mettre un try catch. Ouais. C'est super important. Bien. Bah écoutez, sur ces bonnes paroles, il n'y a plus de questions, il n'y a plus personne ne veut lever la main. Bien, bah écoutez, merci d'être venu. Merci à tous. Merci de vos questions. Christophe. Et puis, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Pour une fois, on n'aura pas de async avoid la semaine prochaine. On aura du RGPD, je crois, Christophe. RGPD, on va discuter RGPD, tout ce que les codeurs, tout ce qu'on doit faire attention, les bases de données, les stockages d'informations. Et a priori, on aura peut-être du Identity Server. Je sais pas, enfin, on est en train de voir ce qu'on va pouvoir faire la semaine prochaine de façon plus précise. Et bien écoutez, bonne semaine, bon week-end et à la semaine prochaine. À la prochaine. Merci. Ciao, salut. Merci beaucoup, au revoir. Salut.